Ça, c'est le Nil. Un fleuve mythique, l'un des plus longs au monde. Une artère vitale pour l'Afrique de l'Est et les 10 pays qu'il traverse. Un enjeu économique, diplomatique, alimentaire, agricole, global, qui dépasse largement les intérêts individuels de chaque pays. Mais le Nil, c'est aussi un partage des eaux qui est longtemps resté figé dans le poids de l'histoire. Et puis, la question des eaux du Nil est restée pendant longtemps une prérogative de l'Égypte. La civilisation égyptienne s'est largement développée grâce à lui et autour de lui, notamment pour l'agriculture et l'alimentation, dans cette immense zone désertique. Et pendant longtemps, trop longtemps peut-être, l'Égypte a bénéficié du Nil sans vraiment se préoccuper de ce qui se passait en amont, comme si le fleuve sacré jaillissait miraculeusement à l'intérieur des frontières du pays, pour venir fertiliser ses terres, abreuver sa population. Mais ça, c'était avant. En 1959, lorsque les Britanniques quittent l'Égypte et le Soudan, un accord répartit entre les deux pays la gestion des eaux du Nil. L'Égypte aura le droit d'en prélever 66%, le Soudan 22%, le reste étant considéré comme perdu par évaporation. Cet accord fondateur s'inscrit dans la lignée d'un premier accord signé en 1929 et qui donnait à l'Égypte un droit de regard exclusif sur le fleuve. Le pays se voyait attribuer un droit de veto sur toute construction en amont, susceptible de réduire le débit de l'eau. Barrages, stations de pompage, grands travaux d'irrigation, etc. Et ce qui est frappant, c'est que ces deux traités, celui de 1929 et celui de 1959, semblent complètement ignorer les autres pays traversés par le fleuve. Car si le Nil termine effectivement sa course en Égypte, avant de se jeter dans la mer Méditerranée, avant cela, il traverse et alimente une dizaine de pays en Afrique de l'Est. Soudan, Soudan du Sud, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi ou encore Tanzanie. Et la plupart de ces pays sont soumis aux mêmes pressions que l'Égypte. Même climat, même forte poussée démographique, même besoin en termes de développement économique. Ils pourraient donc, pour la plupart, légitimement souhaiter une répartition plus équitable des eaux du Nil. Si la question est restée longtemps en sommeil, c'est le projet du haut barrage d'Assouan en Égypte, dont la première pierre est posée en 1948, qui va mettre le feu aux poudres, et notamment en Éthiopie. Pour comprendre le rôle central de l'Éthiopie dans la question du Nil, il faut remonter à la source, ou plutôt aux sources du Nil, car le fleuve est multiple, et ses deux branches principales se rejoignent à Khartoum, au Soudan. La branche la plus longue, celle que l'on appelle communément le Nil blanc, est composée de plusieurs affluents dont la source la plus lointaine peut remonter jusqu'au Burundi. L'autre branche, le Nil bleu, prend naissance au sud de Tana, en Éthiopie, à Addis Abeba. Cette branche, plus courte que l'autre, contribue pourtant à la majorité du débit du fleuve. Et le visage de l'Éthiopie a bien changé en quelques années. Le tigre africain connaît désormais une des croissances économiques les plus fortes d'Afrique. Le taux de croissance annuel moyen du PIB était estimé à 8% par le FMI durant la dernière décennie. Et le pays compte plus de 100 millions d'habitants, devant l'Égypte. Le pays manque d'énergie alors que ses besoins en électricité augmentent de 30% par an et la géopolitique de la région a bien changé elle aussi depuis les années 50. Longtemps restée silencieuse, l'Éthiopie veut désormais, elle aussi, tirer profit du Nil. En 1999, plusieurs pays riverains du Nil décident de se regrouper pour discuter de la répartition historique des eaux du Nil. Pour l'heure, l'Égypte intègre ce groupe. Mais ça ne va pas durer. En mai 2010, après 10 ans de discussion, coup de tonnerre. L'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda, rejoints ensuite par le Kenya et le Burundi, signent un accord de partage des eaux du Nil. Un accord qui autorise les pays situés en amont du fleuve à développer des projets d'irrigation ou des barrages, et ce, sans demander l'autorisation de l'Égypte. L'Égypte se retire alors de l'initiative du bassin du Nil, mais elle ne peut empêcher l'accord d'entrer en vigueur.
Un an plus tard, l'Éthiopie rend public un projet préfigurant ce qui pourrait être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, avec une capacité de production électrique de 6500 MW. La première pierre est posée en avril 2011 par le président éthiopien. On est alors en pleine révolution égyptienne et il se murmure que ce n'est pas un hasard du calendrier et que l'Éthiopie aurait volontiers profité du chaos en Égypte pour imposer l'avancement de son chantier. Le projet, herculéen, est estimé à 4 milliards de dollars. Il devrait être opérationnel en 2022, avec 5 ans de retard sur la date initiale. Et encore, une fois achevé, il va falloir le remplir, ce barrage de 79 milliards de mètres cubes. Et là encore, les intérêts des uns ne sont pas ceux des autres. Les Éthiopiens voudraient logiquement remplir le réservoir le plus vite possible, ce que refusent les Égyptiens, qui craignent une forte baisse de leurs ressources en eau pendant toute la durée du remplissage. Car en Égypte, 95% de l'eau consommée vient du Nil, et une réduction de son débit pénaliserait son agriculture, lui ferait perdre des emplois, réduirait ses ressources. C'est pourquoi l'Égypte souhaiterait une durée de remplissage de près de 15 ans, là où l'Éthiopie table plutôt sur une durée de 4 à 7 ans. Autre point de crispation, les règles de fonctionnement du barrage à terme. L'Éthiopie refuse catégoriquement toute implication égyptienne, accusant même le Caire de chercher à torpiller son chantier. En 2015, l'heure semble être plutôt à la réconciliation. L'Égypte et l'Éthiopie signent au Soudan un accord de principe pour la construction du barrage et l'usage des eaux du Nil. Il prévoit que le barrage ne doit pas nuire aux 3 États et en particulier au peuple égyptien. Mais en 2019, le ton monte de nouveau entre l'Égypte et l'Éthiopie. Des négociations sont organisées, en vain. Fin octobre, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, tout juste auréolé du prix Nobel de la paix, s'emporte lors d'une séance de questions-réponses au Parlement. Aucune force ne pourrait empêcher l'Éthiopie de construire le barrage, dit-il. Et si nous devons entrer en guerre, nous pouvons mobiliser des millions de jeunes. Des propos qu'il nuance aussitôt, rappelant alors que la guerre n'est dans l'intérêt de personne et que l'Éthiopie n'a aucune volonté de faire du mal à l'Égypte. Il n'empêche, côté Égypte, on s'impatiente aussi. En septembre, le président égyptien déclare à l'ONU que l'Égypte ne laissera jamais Addis Abeba imposer une situation de fait en remplissant le réservoir du barrage sans accord préalable. Les discussions sont au point mort. Et face à l'impossibilité du dialogue, l'Égypte tente alors de faire intervenir un médiateur dans la crise. Fin octobre, la Russie, qui cherche à renforcer sa présence en Afrique, organise un sommet à Sotchi. Ce qui tombe bien, car Vladimir Poutine pourrait être très tenté de s'imposer comme le grand pacificateur dans ce conflit. Il en aurait le pouvoir, par exemple en annulant la dette éthiopienne de quelques 160 millions de dollars, en échange de quoi la Russie pourrait renforcer sa présence et son influence en Afrique. Et ça aurait du sens, car l'Afrique est actuellement au cœur d'une vaste course à l'influence et aux investissements entre la Chine et la Russie, dans des zones où les Européens ne sont pas ou plus présents. Mais à l'issue du sommet de Sotchi, ce sont finalement les États-Unis qui sont choisis pour jouer les médiateurs entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. À l'issue des discussions, les pays ont décidé de poursuivre les pourparlers, afin de parvenir à un règlement définitif du conflit d'ici au 15 janvier 2020. L'enjeu de la discussion sera évidemment d'éviter un conflit armé, dont les conséquences humanitaires pourraient être désastreuses, mais également de prendre conscience qu'aujourd'hui, la question des eaux du Nil est en train de devenir prioritaire pour la région. D'ailleurs, au-delà de l'Éthiopie, les pays des Grands Lacs comme le Kenya, l'Ouganda ou la Tanzanie sont eux aussi engagés dans des projets d'irrigation. Rien n'interdit de penser que d'autres projets de barrages pourraient voir le jour dans la région, avec ou sans l'aval de l'Égypte.